La prochaine question, l'honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Je reviens sur une question que j'ai posée dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, c'est-à-dire le 5 juin. Et le 5 juin 2024, j'ai demandé au Premier ministre comment il pouvait réconcilier sa volonté de vouloir protéger la population des épaulards résidents du Sud tout en élargissant les activités qui menacent la survie de cette espèce. L'activité à laquelle je faisais référence, c'était l'élargissement du projet Trans Mountain, un projet détenu par la Société Trans Mountain, une société de la couronne, ce qui veut dire que ce sont les Canadiens et les Canadiennes qui ont dû débourser les 34 milliards de dollars nécessaires à élargir un oléoduc qui n'avait pas été approuvé par les Premières Nations qui sont les intendantes du territoire sur lequel passe l'oléoduc. Ce projet ne répond pas aux mesures de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones puisque le consentement n'a pas été obtenu à l'avance, mais bien après le début du projet. La société a fait de la coercition envers les Premières Nations en leur disant « Bon, le projet ne va pas arrêter, il est déjà commencé, donc mieux vaut simplement signer votre nom au bas de la feuille. » Donc, certaines Premières Nations ont dit que c'était une tactique d'épidémie économique, un peu comme les épidémies répandues pendant l'époque coloniale du Canada. De plus, l'élargissement du projet Trans Mountain a augmenté le bruit et le volume de navires pétroliers, a également augmenté la chance de collision entre ces navires pétroliers. L'Université Simon Fraser a récemment découvert que depuis la fin de ce projet, l'augmentation du trafic de navires pétroliers a décuplé. Et c'est d'ailleurs ce volume qui met en danger la survie des orques résidents du Sud. J'ai également signalé dans ma question que le doublement du port Robertsbank à Vancouver menaçait directement également la survie des orques résidents du Sud ainsi que d'autres espèces. La réponse que j'ai obtenue du secrétaire parlementaire à l'époque, c'était toutes sortes d'engagements qui ne suffisent pas à répondre à la crise climatique, mais ne répondaient certainement pas à la question fondamentale, c'est-à-dire la protection des orques résidents du Sud. C'est une exigence qui incombe au gouvernement en vertu de la loi sur les espèces en péril. Lorsque j'ai posé la question le 5 juin, j'ai fait référence au fait qu'il ne restait que 75 baleines dans cette population. Depuis, ce chiffre a diminué. Il n'en reste maintenant que 73 orques résidents du Sud. Je tiens de nouveau à remercier les groupes de bénévoles locaux qui travaillent si fort à suivre de très près le nombre de navires récréatifs ou commerciaux qui enfreignent les lois, enfreignent les protocoles temporaires qui devaient permettre de créer un sanctuaire pour les espèces en péril dans la région. Le secrétaire parlementaire peut-il me dire s'il s'inquiète réellement de la survie de la population des orques résidents du Sud? Va-t-il s'engager à réduire la pollution sonore, réduire le volume de navires pétroliers et s'engager à protéger cette population? L'honorable secrétaire parlementaire au ministre de l'Environnement et des Changements climatiques. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier mon ami, ma collègue de Saanich Gulf Islands pour son travail au nom des épaulards résidents du Sud. Je sais que c'est une cause qu'elle défend depuis longtemps. Elle défend en fait plusieurs mammifères qui n'ont pas le droit de vote et qui doivent donc se fier sur nous pour les protéger. Les épaulards ou orques résidents du Sud sont des animaux très intelligents. Et en 2019, le gouvernement du Canada a annoncé une stratégie de rétablissement renforcée pour les orques résidents du Sud. Environnement et Changement climatique Canada et 3 autres partenaires fédéraux ont pris des mesures pour contribuer à la conservation et au rétablissement de cette population.
Ce groupe spécifique d'orques, les orques résidents du Sud, est confronté à une triple menace: la pollution, la diminution du nombre de saumons quina dont elles se nourrissent et les perturbations acoustiques et physiques causées par les couloirs de navigation très fréquentés. Ce n'est pas nouveau, mais c'est indéniablement urgent et c'est pourquoi notre gouvernement agit en pensant à une stratégie de relance renforcée. Au printemps dernier, depuis 6 ans, le gouvernement fédéral a annoncé la mise en œuvre de nouvelles mesures saisonnières et de nouveaux financements pour protéger ces baleines, restaurer leur population et préserver la santé de leurs sources de nourriture. Environnement et Changement climatique Canada continue de financer et de soutenir le plan de gestion des produits chimiques. Il s'agit de l'une de nombreuses initiatives de prévention de la pollution qui ont mis en œuvre des mesures et permis aux agents d'exécution d'intervenir pour protéger les orques et leur environnement contre les polluants nocifs. De plus, de nouvelles approches et innovations modifient la façon dont nous transportons les marchandises dans nos eaux et le système de sécurité maritime du Canada doit également évoluer pour continuer à protéger les Canadiens et l'environnement. L'été dernier, le ministre des Transports a annoncé l'adoption du projet de loi C-47 qui a pris des fonds budgétaires et les a affectés spécifiquement à la protection de nos océans. Nous avons mis en place de meilleures compensations pour les communautés qui subiraient les conséquences d'un déversement de substances dangereuses. Le plan de protection des océans du Canada renforce la sécurité maritime dans nos eaux. Nous avons maintenant des réponses plus rapides aux urgences, telles que la lutte contre les incendies de mer et le remorquage d'urgence. Les navires qui se rendent au terminal Trans Mountain à Burnaby en Colombie-Britannique sont surveillés et doivent respecter des règles strictes en matière de sécurité et d'incidents car notre gouvernement s'est engagé à protéger nos eaux. Le Canada cible les navires à problème. Un fonds et un protocole ont été mis en place pour éliminer les dangers pour la navigation et la faune. Ces mesures ont été élaborées en réponse aux commentaires des peuples autochtones, des parties prenantes et des Canadiens. Et j'imagine que certains groupes de bénévoles ont participé à ces consultations. Nous sommes tous d'accord, les océans souffrent et leur protection est une priorité nationale. Il est dans l'intérêt de tous de faire progresser le plan de protection des océans du gouvernement fédéral. Nous partageons avec tous les Canadiens l'amour que nous portons à ces orques de la Colombie-Britannique et à l'environnement naturel qui nous entoure et nous soutenons les protections que nous avons inscrites dans la législation canadienne. Ensemble, nous marchons sur une ligne délicate entre la préservation de la biodiversité et des espèces en danger, la lutte contre le changement climatique et le maintien de l'évolution de notre économie. Et j'aimerais d'abord souligner le travail important fait sur ce sujet par le sénateur Murray Sinclair. C'était un grand défenseur des baleines, des dauphins et de d'autres mammifères marins, surtout lorsque ces mammifères étaient gardés en captivité. Nous avons aujourd'hui perdu le sénateur Sinclair et le Canada est appauvri par sa perte. Nous avons tous et toutes profité de ces nombreuses contributions. Merci, Monsieur le Président. Je suis certain que ces sentiments sont partagés par tous les autres députés. L'honorable député des Saanich Gulf Islands. Encore une fois, merci au secrétaire parlementaire d'avoir fait référence à l'extraordinaire juge Murray Sinclair qui a été le parrain d'un projet de loi au Sénat, d'un de mes projets de loi sur la protection des mammifères marins. Dans les 45 secondes qu'il me reste, Monsieur le Président, j'aimerais dire que le secrétaire parlementaire a cité le groupe de bénévoles de supervision des épaulards résidents du Sud. Ce groupe indique que la situation s'aggrave et peu importe les conférences de presse que donnent les libéraux, la population des épaulards résidents du Sud ne s'améliore pas parce que nous ne mettons pas en application nos lois et nous permettons une augmentation du trafic de navires pétroliers. Enfin, nous faisons le contraire de ce que les baleines ont besoin. Et s'il devait y avoir un déversement de pétrole, peu importe la rapidité avec laquelle on répondrait à ce déversement, aucune technologie ne nous permet de nettoyer un déversement de pétrole brut. L'honorable secrétaire parlementaire. Encore une fois, j'aimerais remercier la députée de Saanich Gulf Islands pour son travail. Alors que la nouvelle économie canadienne de l'énergie propre arrive à maturité et que les mesures de lutte contre la pollution par le pétrole et le gaz sont prises en vue d'atteindre les objectifs du Canada en matière d'émissions net zéro, il est essentiel de mettre en place des contrôles plus stricts pour la protection de nos eaux et de notre faune et flore marin. En cas de déversement, l'intervention d'urgence est plus rapide et de meilleure qualité et les compensations sont meilleures pour tous les types d'exploitations concernés. Cependant, j'aimerais également faire preuve d'optimisme en disant
espérer ne jamais avoir à vivre un déversement. Les déversements de pétrole sont des exemples vraiment désastreux du capitalisme où nous devons transporter du pétrole par navire à travers les océans. Néanmoins, notre gouvernement s'est engagé à protéger nos merveilles nature afin que les générations futures puissent en profiter. Merci, Monsieur le Président. Je remercie tous les honorables députés pour leur participation au débat de journée.